Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien, oui, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi soir, mercredi 10 mai, il est 23h32, au moment où je lance cet enregistrement, et l'Inter Milan, les supporters de cette Curva Nord ont un pied en finale de Ligue des Champions, peut-être. Est-ce que l'AC Milan a laissé passer sa chance sans Raphaël Leao à l'aller, défaite 0-2 dans un match où, je sais pas, mais moi, quand je vois Milan, Inter, Dzeko, Mkhitaryan, la dernière chose à laquelle je pense, c'est que nous sommes en train de vivre l'année 2023. Ça, pour moi, c'est un score, je sais pas, c'est 2013 dans un match des années 2000 ou des années 90, enfin, surtout des années 2000, 2003, 2005, les Euro-Derby. Bref, on n'est pas là pour parler d'histoire. Simplement pour dire que l'AC Milan a peut-être laissé passer sa chance, mais en même temps, je sais pas, 0-2, tu survis. Je pense que de pas grand-chose, cet AC Milan de Pioli survit pour voir la semaine prochaine avec peut-être un retour de Raphaël Leao et espérer. Je pense que c'est pas fini. C'est pas fini. Pour le coup, l'Inter l'emporte, c'est plutôt raccord à ce que j'anticipais. C'était mon prono, la victoire de l'Inter sur ce match aller. J'imaginais un AC Milan un petit peu comme la configuration du Napoli qu'ils avaient affronté au match aller sans Osimhen. Bah là, c'était un petit peu similaire, ce match aller sans Raphaël Leao, leur joueur star, leur joueur différence. Ça s'est vu. Et bon, il y a plein de trucs dont on va discuter, mais l'Inter a fait un gros match, hein. Franchement, le match, la performance de l'Inter m'a vraiment convaincu. Alors que l'AC Milan, honnêtement, c'était très léger. Il y a eu très peu de duels gagnés. Tactiquement, ce tandem au milieu de terrain avec en plus la sortie de Benasser, bref, beaucoup de choses dont on va discuter. Donc installez-vous bien et on va conclure cette semaine d'analyse de Ligue des Champions après avoir fait Real City hier. Installez-vous bien et on va parler du match qui s'est tenu au cœur de ce magnifique San Siro, les images de l'extérieur là juste avant le coup d'envoi avec cette nuit sombre qui tombait sur Milan, c'était vraiment superbe, immense ambiance au stade pour une des plus grandes parties que ce stade ait vu sur les dernières années, évidemment. Alors, du coup, en l'absence de Raphaël Leao, c'était Alexis Saelemaekers qui était privilégié, il n'était pas là, il était à gauche. Brahim Diaz était à droite. Benasser, en tant que milieu avancé du K2-3-1, comme contre Naples pour le pressing individuel sur Lobotka à l'époque, là, c'était aussi un petit peu le cas, mais il a dû sortir au bout de 15 minutes. Donc, Pioli a dû revoir un petit peu son système. Brahim Diaz est passé au milieu avec l'entrée de Messias, on va en reparler. Tonali Krunic, ça n'a vraiment pas marché du tout. C'est un tandem qu'on est habitué à voir, hein, pas de souci, mais ça n'a vraiment pas marché. Tomori Kjaer ont été en difficulté, Calabria aussi. Vraiment défensivement, l'AC Milan nous avait habitués à être assez solides en Coupe d'Europe. Bah quoi, ils n'avaient pas encaissé de but en huitième de finale et en quart de finale, si je ne me trompe pas. Je crois pas, non. Contre Tottenham, si contre Naples, si à la toute fin ils en prennent un de Victor Osimhen, c'est vrai. Mais bon, ils avaient été assez solides défensivement, ils étaient passés grâce à leur solidité défensive. Là, il y a eu de gros trous. Et l'Inter Milan a su naviguer, infiltrer ces espaces. Dzeko a fait un immense match, Lautaro a fait un très bon match, ça a été un poison, Dumfries a été bon, Di Marco a été bon, Barella a été très bon, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, du coup c'était pas Brozovic. Pas de Brozovic qui était sur le banc et pas de Romelu Lukaku, les deux sont entrés en cours de jeu, mais c'était donc Dzeko qui était privilégié et c'était Çalhanoğlu à la place de Brozovic, Mkhitaryan, ok, Bastoni, Acerbi, Darmian, Onana, sinon ça c'est plutôt du classique récemment. Simone Inzaghi, franchement, gros plan, ça a très bien marché. Sur la sortie de balle, l'Inter Milan a rarement été gêné. Ça, pour le coup, c'est plutôt quelque chose que j'anticipais aussi dans la preview, que cette pression haute d'Ismaël Benasser allait moins gêner l'Inter parce qu'ils ont ce milieu à 3 qui est plus difficile à presser de cette manière-là. Il est assez proche, en plus peut utiliser la largeur et aussi en résistance à la pression. Bastoni, son jeu long à destination de Dzeko, bah hop, ça on le voit dès la 6e minute de jeu, 5,37, et Dzeko il a très bien tenu ses longs ballons. D'ailleurs, cette sortie, et ce qui fait que l'AC Milan a eu vraiment beaucoup de difficultés à presser, elle amène le premier but. C'est un but qui est marqué en 3 temps par l'Inter Milan, parce qu'il y a ce ballon long de Bastoni pour Dzeko, derrière il peut enchaîner, provoque une faute, l'intervention de Tomori, elle n'est pas réussie, donc faute, coup franc qui est tiré par Di Marco, tête ici de Tonali qui la dévie en corner, et sur le corner suivant, vous vous en souvenez, il est bien frappé, et surtout, Edin Dzeko va aller planter le but de l'ouverture du score à la 8e minute de jeu. Superbe geste technique sur Calabria, elle n'est pas facile à mettre celle-là, mais ce que j'ai envie de souligner quand on parle de la malice, l'intelligence d'Edin Dzeko, qui a fait parler toute son expérience et sa science du placement sur coup de pied arrêté. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la base, le marquage, il est en individuel. On a
Acerbi, je pense, qui est pris par Tonali. On a Dumfries qui est pris par Calabria. Et on a Tomori qui s'occupe de Dzeko. Mais Dzeko, il cherche le mismatch. Comme en basket, il cherche le mismatch. Il cherche à être sur un gars qui ne va pas pouvoir le contenir. La cible de ce corner, il y a beaucoup plus de chances que ce soit Dzeko que Dumfries de toute manière. Donc le but pour Dzeko, c'est d'être face à quelqu'un qui ne peut pas le tenir. Avec Tomori, il y a duel. S'il peut se coltiner Calabria à la place, c'est bien mieux. Et c'est ce qu'il va faire. On va le voir ici. Il va venir derrière Dumfries. Hop. Et Tomori dit... on garde notre marquage. Je sais pas, écarte-toi, fais en sorte que moi je continue à garder Dzeko et toi tu continues à garder Dumfries parce qu'ils vont essayer de nous la faire à l'envers et c'est exactement ce qui se passe. Dzeko il passe derrière Dumfries, ce qui est assez classique sur corner, c'est des situations qu'on voit souvent, mais c'est très bien exécuté parce que du coup, au moment où c'est tiré, et bah là ça a changé, le marquage a changé. Désormais c'est Tomori sur Dumfries et c'est Calabria sur Dzeko qui va d'abord en plus l'emmener au premier poteau pour ensuite reculer et être là plein axe, plutôt vers le second. Il prend le dessus physiquement, il le mange, il le dévore, Calabria peut rien faire. Et Dzeko, le geste est vraiment de grande classe. Il finit, ça fait 1-0, la réaction très contrôlée, mesurée du patron Steven Zhang, qu'on voit ici aux côtés de Javier Zanetti. Ça fait 1-0 pour l'Inter. Il y a eu la finition qui était superbe. Mais voilà, je voulais mettre en lumière le petit déplacement, la malice et l'intelligence d'Edin Dzeko, qui est vraiment un sacré joueur et qui réussit à ouvrir le score pour l'Inter. L'Inter qui pressait aussi, de manière pas la plus agressive du monde, mais ils étaient là, ils étaient au contact. Lautaro sur Kier, Dzeko sur Tomori, et sur le milieu qui décroche, en l'occurrence Tonali, parfois ça pouvait être Krunic, mais souvent Tonali, et ben on a un des milieux avancés de l'Inter, parce que le milieu reculé, c'était plutôt Akan, et les milieux avancés, c'était Çalhanoğlu, et les milieux avancés, c'était plutôt Mkhitaryan, Barella. Là, on voit Mkhitaryan qui suit Tonali, Dumfries qui est prêt à intervenir aussi sur Théo. Donc l'AC Milan, pas trop de solutions. Et c'est là, je trouve, qu'un Rafael Leao a vachement manqué. Quand on en parlait dans la preview, à quel point il avait fait mal à Naples sur les moments où il fallait se sortir de la pression, aller attaquer le grand espace, menacer dans la verticalité et peut-être du coup pousser ton adversaire à reculer un petit peu son bloc de manière préventive. Et puis là, il n'y avait même pas vraiment de réussite dans le jeu à point d'appui parce que Giroud n'était pas dans un très bon soir. Peut-être aussi un peu gêné physiquement, ça aussi j'en avais parlé dans la preview et j'ai une image pour peut-être le confirmer. On va voir ça dans quelques minutes, un peu vers la fin de vidéo. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est on voit Mkhitaryan, il est au présent, il est au contact sur Tonali. Là, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Ouais, il y a le gars qui est prêt à intervenir, à déclencher sa pression, son mécanisme de pression, trigger press sur Théo si besoin. Et on a Barella qui est présent sur Krunic. Donc ce tandem du milieu de terrain, Tonali qui du coup est monté et Krunic, il a très peu fonctionné avec et sans ballon. La blessure de Benacer aide pas. Mais ouais, c'était assez compliqué pour eux. Donc bref, Maignan est obligé d'allonger, pourquoi pas. Si tu as Giroud, c'est une vraie possibilité normalement. Mais Bastoni, Acerbi résiste bien. Et surtout, Giroud, sa remise n'est pas top. Ça revient. Et l'Inter, là, au milieu de terrain, mais ça c'est un truc un peu classique, je pense, avec cette belle densité et la grosse mobilité qu'ils ont, mine de rien. On voit Mkhitaryan, il est déjà là, Barella, il est là. La grosse mobilité qu'ont ces gars, je trouve qu'ils sont très souvent sur les seconds ballons. Ils donnent l'impression de vraiment d'être tout le temps là, au milieu de terrain, pour prendre ces seconds ballons. Et on a vu aussi la course de Tonali, qui était tout à l'heure beaucoup plus bas, pour essayer de participer à la relance. Quand il a vu que c'était pas possible, il va essayer peut-être d'étirer le bloc de l'Inter en grimpant. Mais le problème avec Tonali, c'est que je l'ai trouvé systématiquement en dehors de position. Perso, je dirais que c'est un de mes flops du match, parce que techniquement, il a réussi très peu de choses. Physiquement, il a été un peu dépassé. Et dans le positionnement, malheureusement, je pense que le schéma, la structure de ce match n'était pas à son avantage. Mais très souvent, c'est dans sa zone que l'Inter a pu profiter d'espace. On le voit ici, comme ça aboutit pas, comme la déviation, elle aboutit pas, il doit faire marche arrière d'un coup. Il était là, en train de courir vers le but. Une seconde plus tard, 10-0-5, 10-0-6, une seconde plus tard, il est en train de courir vers son but. Et maintenant, il y a un gros espace dans son dos. Barella, très beau geste. L'enchaînement, contrôle poitrine et ensuite le petit ballon comme ça du pied droit par-dessus Calabria pour lancer Di Marco qui lui aussi a fait un bon appel. Je trouve que l'Inter, c'est une équipe qu'on sent très bien coachée sur ces matchs-là. Simone Inzaghi, vraiment tactiquement, il y a toujours des plans très bien appropriés
pour les grands matchs. C'est un vrai entraîneur, ça semble être beaucoup plus un entraîneur de coupe que de championnat, mais moi j'ai la sensation avec l'Inter de gars qui savent ce qu'ils doivent faire. Quand je les regarde en Ligue des Champions, je vois une équipe où les gars ils savent ce qu'ils doivent faire constamment, se déplacer, dans quelle zone. Et là, Di Marco, du coup, dès que il voit Barella en train de contrôler Calabria sortir sur lui, il a compris que c'était dans le dos que ça allait se jouer. Et derrière, Di Marco il est lancé. Superbe appel de Dzeko, appel un peu sacrifice pour aspirer Tomori, et on va le voir tout à l'heure, pour libérer cet axe. Mais moi, ce qui me choque au-delà de ça, on va un petit peu mieux le voir dans quelques secondes, mais ce qui me choque au-delà de ça, c'est que, ok, on a la ligne de 4, Calabria, Kier, Tomori, Théo Hernandez, mais où sont les autres? Donc on n'a pas de Bennacer, qui est beaucoup plus haut sur le terrain. On n'a plus de Krunic, qui lui aussi, je pense, est allé accompagner la potentielle déviation de Giroud. Et Tonali, il a beau faire les efforts, là, il vient de taper un sprint en allée, un sprint en retour. On se souvient, à 10-0-5, il était encore en train de faire son sprint en direction du but adverse. Et là, il est en train de sprinter sur le retour. Donc, physiquement, ça commence à être difficile. Et il est battu à la course par Mkhitaryan. Le centre en retrait de Di Marco, il n'est pas parfaitement ajusté. Je pense qu'il vise Lautaro Martinez. Mais Lautaro, très intelligent, laisse passer. Et ça profite à Mkhitaryan. Une touche de balle suffisante pour aller finir et exécuter Mike Maignan. Je pense que sur cette action, on peut parler du fait, voilà, on le voit là, cet appel de Dzeko, sacrifice pour ouvrir l'accès à l'axe. Et regardez Tomori qui s'est trouvé du coup déplacé par Dzeko. Je trouve que Kier, je ne comprends pas vraiment, il est très fixé par Lautaro Martinez. Et sa réaction, son temps de réaction derrière, il est vraiment battu. Aussi, l'AC Milan n'a pas trop de chance parce que Hernandez glisse sur cette action. Sa reprise d'appui n'est pas bonne, il glisse et ça facilite encore davantage le travail pour Mkhitaryan. Je ne sais pas s'il veut la mettre vraiment plein axe, sa frappe, parce que pour moi, il frappe un peu tête baissée assez vite. Mais c'est finalement le geste parfait parce que Maignan a anticipé le côté, il va ouvrir le pied, il va fermer le pied et chercher croisé. Et en fait, plein axe. Très beau but, hein, super but, je trouve l'action collective splendide, et l'Inter a marqué de beaux buts sur cette campagne de Ligue des Champions, quand on pense à celui de Barella contre Benfica là, il y a quelques semaines. Super but, ça fait 2-0 pour les hommes de Simone Inzaghi, et on dirait vraiment que le ciel s'abat sur Milan parce que Bennacer, quelques secondes plus tard, doit sortir sur blessure. Il a pris un coup et il va sortir remplacé par Junior Messias. Sinon, l'Inter, comme d'habitude, a très bien attaqué la largeur avec, on le voit ici, la position de Bastoni par rapport à celle de Dumfries. Les deux pistons, mais il y en a un qui est tellement haut, et Barella peut aller arroser, allonger, le trouver. C'est dévié de la tête par Calabria, mais qui est sur le second ballon? Toujours des interistes qui sont sur les seconds ballons, en l'occurrence Lautaro Martinez. Derrière, ça joue bien, ça transmet pour Çalhanoğlu qui arrive. Encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'espace dans lequel jouer pour l'Inter. Là, cette zone, vraiment, c'était de l'espace assez facilement manipulé. C'est possible qu'il soit à 10 sur cette action. Je pense que Bennacer n'est pas sur la pelouse et Junior Messias n'est pas encore rentré. Mais voilà, malgré les retours de Tonali et Krunic, il y a des supériorités numériques à exploiter pour l'Inter, notamment celle-ci. Çalhanoğlu qui envoie, mine sur le poteau. Au bout de 15 minutes, on peut déjà être à 0-3 avec des buts de Dzeko, Mkhitaryan et Çalhanoğlu. Pas vraiment un match 2023, mais une superbe performance de l'Inter. Encore une fois, ça retombe dans les pieds d'un interiste. Lautaro qui est là, second ballon. Encore une fois, Dzeko prend le dessus sur Tomori. Et là, Barella met la passe qu'il va réussir à mettre pour Mkhitaryan qui a encore une occasion. Franchement, ça peut faire 3-0 au bout d'un quart d'heure. C'est pas un scandale parce que même après ce poteau, Mkhitaryan il a une très grosse occasion. Là, il ne la met pas au bout. Barella va enrager parce qu'il avait envoyé une passe de l'espace juste sur ce ballon-là, qui va surgir devant lui au second poteau en une touche, un petit peu comme le geste qu'il a fait contre Benfica justement pour se la remettre sur son pied gauche et ensuite aller enrouler. Là, en une touche, passe décisive, ça aurait dû être une passe décisive pour Mkhitaryan qui bute sur Maignan. Derrière, encore une occasion pour Barella. Triple tir. Et ouais, un enchaînement de situations. Bennacer doit sortir, remplacé par Messias. C'est là aussi qu'on voit la difficulté de l'AC Milan, c'est cette profondeur de banc, parce que Messias, honnêtement, ça a été assez compliqué. Et ouais, match très difficile pour eux. Je trouve qu'ils n'avaient pas beaucoup de ressources individuelles. Et tactiquement,
pense qu'ils ont vraiment été battus au milieu. On le voit ici typiquement sur cette situation où Calabria tente du jeu intérieur à destination de Tonali. Tonali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa position dans le tandem du milieu de terrain aux côtés de Krunic pour faire cet appel dans la profondeur, pour pousser un petit peu le bloc de l'Inter et puis simplement pour avoir un ballon à jouer entre les lignes. Mais sauf que, comme l'Inter défend très bien ces choses-là, avec le milieu à 3, Akan, Mkhitaryan, Barella, cette densité, cette protection de l'axe, le 5-3-2 qui fonctionne très bien, et bah comme l'Inter intercepte là, bah derrière, hop, qui c'est le numéro 10 est-ce que c'est Brahim Diaz? Ouais, Brahim Diaz, Messias est là, Tonali là, Giroud là, 4 gars sont en dehors de l'action. Et même Krunic qui s'était mis un petit peu à anticiper pour accompagner, il va vite se faire battre. Donc en fait, sur des situations assez simples comme ça, l'AC Milan se retrouve sans Tonali, sans Brahim, très difficile d'aller défendre, et même sans Krunic dès la passe consécutive, dès la passe de transition quoi, sur la récupération. Il est battu, Krunic là, il est battu par cette passe, et je trouve que l'Inter a juste tellement bien manœuvré à l'intérieur de cet AC Milan. Dzeko, il n'y aura rien au bout de cette situation, mais quand à 0-2, 24e minute, tu prends des actions comme ça, juste sur une passe ratée, c'est très inquiétant pour l'AC Milan. Qu'est-ce que j'avais envie de montrer ici? Ouais, simplement à quel point, pareil, on le voit, Tonali là, c'est sur un long ballon qui est mis ici, je vois plus exactement où il est, peut-être il va partir là. Mais voilà, Tonali qui attaque cette verticalité, cette profondeur, essaye d'être dans l'espace interligne, mais sauf que, comme c'est récupéré par Darmian, en une passe, encore une fois, une passe, et bah Tonali, il se retrouve là, et ce tandem du milieu de terrain, il n'a jamais protégé quoi que ce soit. Il est très loin de, il me semble, Krunic qui est ici. Vraiment, ce milieu, ça n'a pas du tout marché. Derrière, Mkhitaryan peut aller renverser. Et dommage pour l'Inter que la prise de balle de Barella, pour le coup, est pas très bonne. Mais voilà, ça, c'est se retrouver dans des situations comme ça. T'as Tonali qui est ici. Enfin, tes gars qui sont là. Tout le monde est battu. 5 gars qui sont battus sur une passe, une récupération. Krunic qui va l'être aussi sur cette passe. Difficile pour eux. Il y a un penalty qui aurait pu être donné, qui a été donné puis enlevé. Pour moi, c'est plutôt logique qu'il soit enlevé. Effectivement, Kier le prend un peu du bras, le prend carrément du bras, mais il ne le touche pas beaucoup. Il y a un petit contact en bas, là on dirait qu'il y a plus contact que ce qu'il y a en vrai. Pour moi en fait ce qui se passe c'est qu'il y a contact en haut, Lautaro tombe parce qu'il pense dans sa tête que le contact va être encore un peu plus fort. Je pense que même lui au moment où il tombe, il s'est dit ouais je me suis peut-être laissé tomber un peu facile, parce qu'il dit pas grand chose quand le penalty est ensuite enlevé, et ça se voit même dans sa manière de tomber, il cherche bien le penalty, il l'a initialement. Quand c'est checké à la VAR, pour moi, c'est pas scandaleux que ce soit enlevé. On le voit ici en fait. L'arbitre Gilles Manzano qui dit c'est petit, c'est léger. Il fait une fois, il fait ah ouais, je vois. Il est en train de parler du bras là. Voilà, vous aimez bien ces analyses en mode pixelisé. Il parle du bras de Kier qui retient Lautaro. Il dit c'est un peu léger. Et il va le dire encore une fois. Il fait non, c'est trop petit. Ou alors peut-être il dit ça se joue pas à grand chose, mais il n'y a pas assez pour donner penalty. Il l'enlève le carton jaune. Je trouve ça assez logique personnellement, mais vous me direz ce que vous en pensez. J'imagine que ça va faire débattre. En tout cas, 11 tirs à 1 au bout de 36 minutes. C'est une sale soirée que passe l'AC Milan à domicile théoriquement, parce que c'était le match à domicile. Il y avait plus de supporters des Rossoneri que des Nerazzurri, mais sinon ça n'a pas semblé trop gêner l'Inter, qui sur ses phases de relance a été très bon. Encore une fois, pour chercher la largeur, pas de problème. Darmian, je l'ai trouvé bon. Dumfries, je l'ai trouvé bon. Et une fois que tu as trouvé la largeur, tu peux trouver l'intérieur. Honnêtement, un peu classique de ce qu'on voit des équipes, de ce qu'on voit de cet Inter de Simone Inzaghi depuis quelques mois maintenant en Ligue des Champions. Encore une fois, Darmian, pied droit, mais aussi pied gauche, boum, peut envoyer des ballons comme ça pour trouver la largeur. On voit Inzaghi qui demandait de jouer sur Dumfries, c'est chose faite. Et désormais, qu'est-ce que tu peux faire? Attaquer la verticalité, attaquer la profondeur. Et encore une fois, sur une passe simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs de l'AC Milan se retrouvent derrière le ballon. Enfin, c'est pas normal. Et c'est assez désespérant, effectivement, pour Yacine Adli, pour Zlatan Ibrahimovic, pour Tiemoué Bakayoko et pour Raphaël Leao, qui se demandent
s'il va pouvoir inverser la tendance au match retour. Parce qu'à la mi-temps, ça fait 0-2 et du coup, on aurait pu s'attendre à pire pour l'AC Milan finalement. Quand tu es mené 2-0 au bout de 11 minutes de jeu, finir ce match avec seulement 2 buts de retard et potentiellement le retour de ton meilleur joueur, ouais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux aussi si Junior Messias était un meilleur joueur de foot, parce que là, pour le coup, Tonali réussit. La première bonne chose du match, c'est de dribbler à l'intérieur du jeu et de battre le numéro 22. Est-ce que c'est Çalhanoğlu? Non, Mkhitaryan sans doute. C'est de le battre, oui. Oui, parce que Çalhanoğlu est ici. Donc de battre Mkhitaryan et derrière de donner un délice de ballon dans cet intervalle, ce très petit intervalle Bastoni-Di Marco, à destination de Junior Messias. Malheureusement, deux touches ratées. La première, le contrôle du pied droit. Sa course, elle est déviée du coup, alors qu'il doit se l'emmener vraiment avec beaucoup plus de vélocité comme ça et aller finir. Il laisse un peu le retour de Di Marco et derrière il essaye d'enrouler mais il réussit même pas à mettre de l'effet sur le ballon. Honnêtement, 2 des pires touches de balle consécutives que j'ai vues d'un joueur offensif à ce niveau de compétition. Et là, il faut dire aussi que l'AC Milan paye le fait d'avoir un effectif qui est un petit peu court sur la qualité. Dans la profondeur, quand le premier changement que tu es obligé de faire, c'est Benacer, tu le sors, et derrière, c'est Junior Messias, c'est un peu compliqué. Et là, sur cette action, tu payes le fait de ne pas avoir un meilleur joueur de football dans ton effectif, parce qu'honnêtement, c'est une très très grosse occasion qui aurait peut-être permis à l'AC Milan de revenir à un but d'écart. Giroud, je l'ai trouvé dans un très mauvais soir aussi, à l'image des buteurs de 3 des 4 équipes demi-finalistes. Hier, Benzema, Haaland, c'était un peu compliqué. Cette fois, Giroud, qui avait du mal, et notamment, je pense, parce qu'il avait mal à sa cheville gauche, quelque chose dont on avait parlé dans la preview. Pour le coup, j'avais eu l'œil affûté sur les images de célébration du dernier match de l'AC Milan en championnat, où je l'avais vu au moment des célébrations avec un pack de glace sur la cheville gauche. J'avais dit attention, peut-être l'AC Milan arrive physiquement diminué. On a vu que ça lui a, sa cheville l'a un petit peu gêné, et je pense qu'il n'y a pas que ça, tactiquement aussi, l'enchaînement des matchs, mais ça a été une soirée assez compliquée pour Olivier Giroud. Ça a été une soirée très très compliquée pour l'entrejeu de l'AC Milan entre Krunic là, Tonali là. Je comprends pas ce positionnement. Pour Bastoni, c'est très très simple d'aller casser la première ligne et d'aller infiltrer du coup une énorme poche d'espace. Quand il suffit de faire ça et que t'es Bastoni, qui est un très bon central dribbleur, qui a un super pied gauche pour envoyer des centres, mais aussi pour porter le ballon, ça c'est un régal. Tomori, Kier sont assez passifs, mais quelque part, c'est pour moi plus la responsabilité de Tonali Krunic. Ce tandem de l'entrejeu, tu l'attends à ce qu'il défende, protège ton axe. Et là, c'est juste trop simple pour Bastoni de rentrer, de décaler Dzeko, qui derrière, honnêtement, peut mettre le troisième encore une fois. Et c'est peut-être ça, du coup, on va rester aussi sur cette note dans l'analyse de cette partie. Des regrets pour l'Inter. Pour moi, des regrets pour l'Inter. Finir à 0-2, alors que tu mènes 2-0 au bout de 10 minutes et que tu as quelques grosses occasions. Je pense que quand on est Nerazzurri ce soir, on a des regrets de ne pas avoir fait plus. Parce que là, l'AC Milan est encore en vie pour la semaine prochaine. Ce sera peut-être une donne différente avec le retour de leurs joueurs stars. Et ils ont eu quelques vraies grosses occasions. Pour moi, ces images, elles ne mentent pas. Il y aura peut-être des regrets. On verra bien sûr, l'Inter est en grosse position de force. On verra aussi dans quel état revient Raphaël Leao, s'il revient. Déjà, ça, c'est pas garanti, mais dans quel état, parce que un petit peu comme Victor Osimhen au match retour de ce Napoli-Milan AC, il avait marqué à la toute fin, mais il avait été très bien contenu par justement Tomori Kier pendant 85 minutes. Ça avait été un match retour difficile pour lui. C'est pas dit que Leao arrive et explose tout. Il faudra en revanche que l'AC Milan soit moins intermittent dans une semaine, notamment sur le plan athlétique, physique. Je les ai sentis bousculés, quasiment sur tout. Alors sur Lukaku, passe encore, mais derrière, c'est aussi le cas avec Lautaro Martinez. Derrière, c'est aussi le cas avec Darmian, qui résiste à tous les duels. Dans la surface de réparation, oui, t'as pas envie de faire faute, mais quand même, je trouvais que l'Inter avait vraiment trop de facilité à infiltrer cette zone, à résister aux duels. Je sais pas combien de pourcentage de duels ils ont gagné, mais ma sensation, mon impression visuelle, au-delà des stats, c'est qu'ils étaient assez dominateurs sur ces phases du jeu, sur les duels. Lautaro a été un vrai poison, je l'ai trouvé excellent. Malgré le fait qu'il n'ait pas marqué, c'est ce qu'on attend d'un numéro 9, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué, je l'ai trouvé très bon, Lautaro Martinez.
Toujours très très dangereux, gênant pour la défense adverse par son positionnement, sa mobilité, sa vision aussi, et même sa qualité technique pour tenir. J'ai quelques souvenirs sur des ballons longs, sur du jeu de déviation, de transmission, de relais. Moi j'ai trouvé que Lautaro Martinez a fait un très bon match. Je le mettrais peut-être dans mon top 3. Il y a pas mal d'intérêts qui ont été bons, même Darmian aussi, avec un tacle intéressant là à la fin, mais même en général. Honnêtement, c'est dur de ressortir des intérêts qui n'ont pas fait un bon match. Ça a été une prestation collectivement et individuellement extrêmement aboutie. Et du coup, un match où ils n'ont pas été en grande difficulté, en grand danger surtout. Ils n'ont pas concédé de grosses occasions, à part le poteau, c'est vrai, de Tonali, que j'ai pas inclus du coup. Je viens de m'en souvenir. Je pense pas que ça me suffit à faire enlever Tonali des flops, parce que j'ai trouvé que sa zone a été extrêmement très exposée. Ouais, peut-être Krunic aussi. C'est pas un match facile pour Milan, le fait de perdre Benacer au bout d'un quart d'heure, ça a beaucoup pesé. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Je pense qu'on a fait quasiment une demi-heure, donc c'est pas mal. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Quelle note est-ce que vous lui donneriez sur 20? Et rendez-vous dans quelques jours pour la preview du retour, pour la preview aussi de City Real Madrid qui va être extrêmement pimentée, tout à jouer. Quelques belles vidéos aussi qui arrivent sur cette fin de semaine, donc voilà. Rendez-vous pour ça, passez une très bonne soirée, journée, et on se dit à bientôt. Bisous.